14h sur Radio Laser, on est bien ensemble. Radio Laser. Tous les soirs de 23h à minuit, 100% musique urbaine sur Radio Laser. When I'm on the mic, you call me Jay. Spit so tight that I roll away. Gotta do right, call me Ghostface. Killing my name, no nutcase, so pristine. 23h minuit, 100% musique urbaine sur Radio Laser. Radio Laser chamboule ses programmes. Émission spéciale. Émission spéciale. Radio Laser, émission spéciale en direct. Bonjour, on est en direct de Creative Seeds avec Amélie Durand. Bonjour Léna Liparini, oui c'est le lieu de l'image et du son ici et du 5 au 15 avril, on inaugure ce nouveau lieu. Pour l'occasion, on a transporté les studios de Radio Laser et on est dans les nouveaux locaux de l'école supérieure privée des métiers du cinéma, d'animation 3D, des effets spéciaux et du jeu vidéo. C'est parti pour 2 heures d'émission avec des acteurs et actrices de ce nouveau lieu. Et tout de suite, on reçoit Kassem Bekri. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre entreprise Zero One ? Vous êtes le fondateur et le PDG de cette entreprise. Tout à fait. Bonjour à tous. Oui, donc Zero One, c'est un studio de création de jeux vidéo, donc qui s'est monté en 2018, fin 2017, début 2018, où on est 5 passionnés et notre objectif, on va dire, c'est de s'amuser en créant des jeux et en imaginant des concepts innovants et surprenants. D'accord. Et quelles sont vos motivations premières de base ? En fait, depuis que je suis tout gamin, en fait, j'ai toujours rêvé de faire des jeux vidéo. C'est quelque chose que je voulais faire même avant d'avoir un ordinateur. Et j'ai travaillé dans des gros studios, mais on va dire que quand on bosse dans un studio où il y a 250 personnes, c'est un peu compliqué. On ne fait pas grand-chose, on fait un tout petit détail sur un jeu et c'est assez frustrant. Donc j'ai transformé ce côté professionnel en plutôt passion. Donc je faisais ça plutôt sur mon temps libre. Et il s'avère que j'ai créé un jeu qui a eu de la chance et qui a eu un grand succès. Et suite à ça, en fait, j'ai monté un studio. Enfin, je me suis mis d'abord entrepreneur, puis j'ai monté un studio. Et maintenant, on est 5 personnes ici, dans les locaux de Creative Seeds à Rennes. Et ça se passe vraiment, vraiment très bien. Et c'était quoi ce jeu qui a eu un succès inattendu ? En fait, c'est un petit défi que m'a lancé un ami quand j'étais, il y a longtemps, c'était en 2013. Donc, quand j'étais gamin, comme je vous disais, j'étais fan de jeux vidéo et je voulais créer des jeux, mais j'avais pas d'ordinateur, j'avais rien, pas de tablette. Et donc, je créais des jeux en Lego et je créais des jeux aussi sur papier. Okay. Donc, avec mon frère, moi j'avais 10 ans, mon frère en avait 8. Il dessinait et moi aussi, on dessinait des niveaux de jeux de Mario sur papier. Et là, donc en 2013, je montre ça à un ami qui me dit, mais tu sais, ça serait vraiment cool de pouvoir y jouer maintenant à tes jeux que tu avais fait étant gamin. Et je me rappelle être resté un peu scotché sur le truc en me disant, mais ça serait une super idée, ça, de pouvoir prendre une photo de nos levels. Et l'idée est partie de là. Donc ça, c'est le jeu qu'on a créé, enfin que j'ai créé au début. Donc on prend une feuille de papier, on dessine un niveau qu'on veut, avec des codes couleurs. On prend une photo. Et en 10 secondes, on peut y jouer directement et on peut jouer dans son jeu, dans son dessin. Et ça fonctionne vraiment bien. C'est un petit peu comme, ça ressemble un petit peu à Mario, voilà, sauf que c'est vos dessins qui prennent vie. Et donc on rappelle, le jeu s'appelle Draw Your Game et vous avez vraiment buzzé avec ce jeu. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai créé le jeu, il est sorti en 2015. J'avais mon taf à côté et je bossais un peu le soir. Et il s'avère qu'au début, il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont joué. C'était incroyable. Puis c'est passé à 1 million, puis 10 millions. Et on est monté à 22 millions de téléchargements. Et le souci, c'est que j'étais tout seul. et quand on permet aux enfants, ou même aux adultes, de dessiner un peu ce qu'ils veulent et de les publier aux autres, eh bien, il y a toujours un moment où quelqu'un s'amuse à dessiner un pénis ou autre. Voilà. Donc, Google m'a imposé d'ailleurs de vérifier tous les niveaux avant qu'ils soient publiés. Donc, j'ai dit OK. Mais je n'avais pas pensé que 22 millions de dessins à vérifier, ça allait me prendre toute une vie. Oui. Donc, c'est un peu idiot, mais j'ai dû arrêter à cause du succès. D'accord. Donc, j'ai mis le projet en pause parce que j'avais trop de monde et j'étais incapable de gérer ça. Donc, j'avais pas pensé à le monétiser. Au début, c'était pas vraiment l'objectif. Au début, c'était vraiment de faire un jeu pour m'amuser. Mais quand on commence à avoir autant de joueurs, j'aurais dû demander ne serait-ce qu'1 euro par personne. Bon, c'était pas ça l'objectif, hein, clairement. Donc, voilà, j'ai arrêté à cause du succès, parce qu'il y a eu un trop grand succès. J'ai tout mis en pause. Suite à ça, j'ai créé d'autres jeux avec des amis qui sont devenus des collègues.
Et maintenant, maintenant qu'on a une société, on a relancé tout le développement depuis le début en faisant vraiment quelque chose de vraiment super, de bien construit et tout. Et voilà d'où est né le jeu. Et donc, comment on y joue à votre jeu? Avec une console, juste sur son portable, sur tablette? Juste un téléphone ou une tablette suffit. Donc en fait, il faut quand même une feuille de papier. Donc vous prenez une feuille de papier A4 normale d'imprimante, vous prenez 4 feutres de couleur, donc le noir, le bleu, le rouge et le vert. Et chaque couleur a une fonction. Donc tout ce que vous allez dessiner en noir, par exemple, ça va être statique, donc ça va être les murs, les sols. Tout ce qu'on dessine en rouge, c'est les ennemis. Donc si on touche les ennemis, on perd une vie. Tout ce qui est en vert, ça rebondit. Et tout ce qui est en bleu, en fait, c'est de la physique. C'est des objets sur lesquels, lorsqu'on les touche, ils vont tomber au sol. Donc on peut faire un tonneau, on va le pousser, il va tomber. On peut faire un pont, et si on marche dessus, il va s'effondrer en mettant du feu en dessous, par exemple, en rouge. Voilà, et ça permet, sur une simple feuille de papier, de créer une page dans un niveau. Et on peut créer autant de pages qu'on veut. On peut créer un niveau qui fait 50 pages, si on veut, et après le publier dans le jeu. Donc vous avez donné vie à vos dessins d'enfants au final. Exactement, et j'ai essayé vraiment. Ce qu'il y a, c'est quand j'étais enfant, j'avais pas exactement les mêmes couleurs, donc on utilisait plein d'autres couleurs, mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné, et c'était plutôt fun. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans le grenier de chez mes parents des paquets de feuilles, et j'ai essayé de tous les faire, donc c'était plutôt marrant à faire. D'accord. Est-ce que les joueurs et les joueuses qui dessinent dans Draw Your Game, pour certaines ou certains, ont un niveau de dessin tel que, à votre avis, c'est des niveaux ou des designs qui sont super intéressants et que vous les recommanderiez? Si par exemple, moi, j'ai envie de jouer dans le niveau dessiné par quelqu'un d'autre et d'avoir la recommandation de votre part de quelqu'un qui a dessiné un super truc dans votre jeu. Ouais. On a un système de notes sur les niveaux. C'est-à-dire quand on joue à un niveau, après, on peut lui donner une note. C'est toujours positif. J'adore, très joli, c'est un puzzle intéressant. Voilà, il y a peut-être un trop difficile. Des fois, c'est pour les challenges. Mais voilà, comme ça, on peut classer les niveaux au niveau de la qualité. Il y en a des trop jolis. Donc voilà, on les classe par les plus jolis. On a aussi les niveaux qu'on met en avant par l'éditeur. Donc nous, là, il y a un joueur qui s'appelle Kiss, je crois, qui nous a fait des niveaux vraiment incroyables, auxquels il a même ajouté des fonctionnalités qu'on n'avait pas prévues nous. Ah oui, d'accord. Donc il a fait des tubes comme dans Mario, les tubes verts là, et on savait pas que c'était possible de faire. Donc il a réussi à coder un truc en utilisant la physique du jeu. Et oui, c'est des niveaux qu'on met en avant et qu'on essaie de pousser au maximum. Donc tous les jours, on a des nouveaux niveaux vraiment super. Au début, on passait beaucoup de temps à les tester, mais là, il y en a vraiment beaucoup, donc ça prend trop de temps. Donc, mais oui, on a des systèmes de recommandation comme ça. Et quels ont été les défis les plus importants lors du développement du jeu? C'est compliqué. En fait, il y a un petit peu tout. Un jeu, c'est quoi? C'est 3 choses. C'est l'acquisition, la rétention et la monétisation. Ça veut dire que l'acquisition, c'est combien de personnes vont télécharger mon jeu. La rétention, c'est combien de temps il reste sur mon jeu. Et la monétisation, c'est combien les joueurs payent sur le jeu. Voilà. Si on a les 3 qui sont bons, on peut avoir un succès. Mais si on a un seul des 3 qui ne marche pas, ça ne sert à rien. Donc on peut avoir une super monétisation, mais pas de téléchargement, ça ne sert à rien. Et ainsi de suite. Donc sur Draw Your Game, en fait, l'acquisition, ça se fait tout seul. Là, j'ai eu 22 millions de téléchargements avec un investissement publicitaire de 0. Okay. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, nous, ce n'était pas vraiment un challenge là-dessus. Après, la rétention, ça, c'est combien de fois les gens reviennent dessus. Donc ça, c'est un peu plus touchy. Ça dépend vraiment des jeux. C'est difficile à travailler. Donc, on a travaillé là-dessus pas mal. Et aujourd'hui, on a des gens qui reviennent souvent. C'est tous les week-ends. D'accord. Voilà. Et la monétisation, elle est beaucoup plus compliquée sur des jeux de ce type-là, puisqu'on s'adresse aux enfants. Donc, par exemple, il y a un tiers de la monétisation souvent qui sont des pubs dans les jeux, mais on voulait pas de pubs. Enfin, moi, perso, j'aime pas trop les pubs pour enfants. Donc, on a décidé de les enlever et on perd la monétisation là-dessus. C'est pareil, on a aussi un jeu qui est très international et sur lequel on a beaucoup de joueurs qui sont notamment en Russie, en Turquie et autres. Et par exemple, en Russie, en ce moment, avec tous les problèmes qu'il y a, ils ne peuvent pas payer. D'accord. Donc, c'est bloqué carrément par Google. Donc, pour nous, le challenge aujourd'hui, il est plutôt sur les principes de monétisation. Okay. Comment on fait pour être challengé dans un contexte comme ça, où il y a des jeux comme, je sais pas, Fortnite, qui récupèrent 90% des revenus. Nous, on arrive derrière, on est 4. C'est compliqué. Mais voilà, on trouve des astuces là-dessus. Et ça fonctionne quand même. Donc, c'est plutôt cool. D'accord. Et vous avez un projet de jeu vidéo peut-être Un nouveau? Oui. En fait,
Là, on a sorti le jeu, c'est en décembre. Oui. Donc la nouvelle version Draw Your Game Infinite qui s'appelle en décembre. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a plein d'écoles et d'associations qui nous ont contactés. On ne savait pas, ils utilisaient déjà le jeu depuis des années. Il y a l'association Orcs à Poitiers, qui est la plus grande association e-sport de France, qui utilise le jeu depuis, je crois que c'est 4 ans. Ils faisaient tous les vendredis des ateliers dans des écoles. D'accord. Et ils nous ont contactés en nous demandant maintenant que c'est passé monétisé, ce serait bien d'avoir une solution pour nous. Et on n'avait pas vu ça, mais on a eu plein d'écoles, d'associations de par le monde. D'où votre présence à Creative Seeds, du coup. Ouais, c'est un petit peu ça. Et donc là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire une autre version du jeu dédiée aux structures pédagogiques, donc tout ce qui est école, centre aéré et tout ça. Et on voulait investir pas mal dessus, puisque pour nous, il y avait un vrai besoin, un vrai apport, puis il y avait du sens aussi avec les valeurs qu'on voulait mettre. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de pousser en ce moment. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est proposer une nouvelle version du jeu, plutôt pour l'éducation. On va continuer avec la version grand public. Et on aimerait aussi proposer une solution pour les entreprises, qui est créer son jeu pour une entreprise, pour ses clients ou même en interne, de façon ludique, très rapidement. Nous, on a des solutions qui peuvent permettre de diviser par 10 ou voire 100 le coût de création d'un jeu. Donc c'est surtout pour des jeux de plateforme, mais on peut aller plus loin, on peut faire des quiz, on peut faire pas mal de choses plutôt intéressantes, avec des coûts relativement réduits par rapport aux autres propositions. Et donc on a ces 3 offres-là, et c'est pour ça qu'on essaie cette année, de faire une levée de fonds pour essayer de financer ces éléments-là sur lesquels on aimerait investir et faire grossir l'équipe. D'accord. Et ben, dans ce cas-là, on vous remercie, on vous souhaite du succès pour la suite. Bonne chance, ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Je suis très content d'avoir été reçu par vous et j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup. Merci, vous êtes Kassem toujours Bekri. sur Radio Laser.
C'était Chester Remington, Fire in Higher Ground. Radio Laser chamboule ses programmes. Émission spéciale. Émission spéciale. Radio Laser, émission spéciale en direct. Et on est de retour sur Radio Laser avec Camille et Léo Campion. Bonjour. Bonjour. Deux frères qui travaillent tous deux à Creative Seeds. Camille, vous êtes directeur pédagogique et mentor en animation au sein de l'école. Et Léo, vous êtes responsable de Creative Garden. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu chacun ce que vous faites ? Tu commences peut-être ? On peut commencer. Allez. Donc moi, je suis l'un des tout premiers membres fondateurs de Creative Seeds. Donc nous, on a une école des métiers du cinéma d'animation, effets spéciaux et jeux vidéo. Pardon. Ah, il marche mieux celui-là. Effectivement, là, on vous entendait passer. Allez-y, Très bien. recommencez du début. Et donc voilà, on gère donc cette école qui est toute récente, qui s'est créée en 2016, première rentrée en 2017, donc qui forme au métier du cinéma d'animation, effets spéciaux et jeux vidéo. Donc moi, à la base, et comme la plupart de l'équipe cofondateur, on vient du monde du cinéma d'animation. On est beaucoup à avoir travaillé sur des films assez connus comme Les Mignons, Comme des bêtes, etc. Et on a voulu créer une école un petit peu à notre image, en allant piocher sur des approches pédagogiques un petit peu plus alternatives que ce qui se pratique en général, comme les méthodes de Maria Montessori, Freinet, etc. Et voilà, ma spécialité, c'est faire bouger les personnages. Donc, c'est une des choses que je transmets à mes étudiants. Et puis, on forme à toutes les étapes, créer les personnages, créer les décors, faire les simulations d'effets spéciaux, faire tout exploser, etc. Voilà, tous les membres de l'équipe sont là pour ça. Et qu'est-ce qui a initié le projet d'ouvrir une école pareille à Rennes ? Déjà, on était beaucoup à venir du Grand Ouest. On a aussi étudié différentes villes. On voulait déjà quitter Paris. On était beaucoup, dans cette industrie, on est beaucoup à travailler à Paris. C'était un vœu aussi de quitter cette ville. Et Rennes, ça se fait assez naturellement. Moi, j'en suis. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Léo m'a rejoint dans l'aventure et d'autres personnes nous ont rejoint aussi. On est quand même pas mal de Bretons dans l'équipe. Et il y avait c'était un moment d'opportunité. C'est une belle ville, il y a une ville étudiante, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça se fasse. Et on a eu un très très bon accueil aussi des institutions publiques ici. J'imagine. C'est une métropole pour nous accueillir. Et quels sont les principaux moments marquants dans l'histoire de l'école depuis sa création ? De toute façon, déjà, arriver, la bouche en cœur, plein de projets dans la tête et découvrir ce que c'est monter un projet. Parce qu'on est vraiment des artistes de film à la base, donc créer un projet, c'est assez nouveau. C'est trouver les lieux d'abord. Donc d'abord, on a loué un 260 mètres carrés à Cesson. Et puis, très très vite, on a eu le projet qui est en train d'être, de se lancer aujourd'hui, c'était de faire plus qu'une école, d'être aussi un lieu événementiel et culturel. Donc on s'est lancé quasiment en 2018 déjà avec les élus de la ville pour mettre les premiers jalons de la construction, à dire d'abord politique, puis économique, de comment mettre en place tout ce projet. Donc ça a mis plusieurs années pour aboutir à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc au début, on a eu 16 étudiants à la première rentrée. Aujourd'hui, on en accueille un peu plus de 160, 200 l'année prochaine. Et ça permet surtout de développer tout le bâtiment et toutes les nouvelles activités qu'ils vont avoir dedans. Et donc là, vous avez 260 étudiants, c'est ce que vous venez de dire. 160. 160, pardon. Et vous êtes sur combien de mètres carrés là, sur la structure à peu près ? Aujourd'hui, l'école... Là, on a 4000 mètres carrés à faire tourner. D'accord. C'est-à-dire qu'on a 4 paliers, donc on a 4 étages. L'école est sur le premier étage. À terme, l'année prochaine, on va commencer à investir le deuxième. On a des petits partenariats avec Epita, une école d'ingénieurs informatiques, qui nous loue les locaux au deuxième étage pendant 2 ans, le temps qu'ils aient leurs propres locaux. Au troisième étage, on a nos associations partenaires, Clair Obscur, Court-Métrange, l'AFCA, avec qui on travaille, avec les étudiants on travaille. On a des films de commande pour eux. Et on a aussi une pépinière d'entreprise. Donc, sur ce troisième étage, l'autre partie est dédiée à des développeurs de jeux vidéo comme Zero One qu'on a entendu tout à l'heure. On a aussi Noisemaker qui font de la VR. On a pas mal on a Sentry Game, Mercenaries Engineering. Voilà, on a des gens qui travaillent, qui nous louent les locaux. D'accord. Avec qui on est partenaire. On essaie de développer des choses au niveau de l'activité du bâtiment. Et quelles sont vos perspectives là pour l'avenir, dans les années à venir comme ça là ? On va essayer c'est le but de ces 10 jours là, c'est de s'imposer sur ce territoire-là. C'était aussi une volonté de la ville d'être un nouveau lieu culturel au niveau de l'image et du son, au niveau de l'audiovisuel. Donc on lance 10 jours
de festivités avec des projections, des ateliers autour du cinéma, d'animation, cinéma tout court. On va avoir des concerts aussi également avec les studios de la Licorne Rouge qui sont au rez-de-chaussée, qui sont nos copropriétaires qu'on va entendre tout à l'heure. Licorne Rouge et puis OVF TFR Studio et Casoar. Donc OVF Studio qu'on fait une très belle soirée hier soir autour du R&B, de la soul music et du rap. Voilà. Et puis on va avoir d'autres concerts organisés par ces structures-là. Moi, j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots sur ce bâtiment parce qu'il est assez original et beau. On voit que vous avez aussi pensé à la forme. Est-ce que vous pourriez nous le décrire pour nos auditrices, auditeurs qui n'ont pas encore été à Creative Seeds, à Cesson-Sévigné? Eh bien, si vous passez en face du métro Via Silva, vous allez voir une grande enseigne Creative Seeds et un énorme torii qui est une plateforme en bois, une sorte de grande arche en bois avec un tronc d'arbre qui sort en plein milieu. Vous ouvrez les portes, vous rentrez dans un grand hall avec très haut de plafond, avec une structure en bois, avec une petite ossature, des petits... comment on peut appeler ça, des petits lattis de bois tout en haut. Et puis là, on est sur une scène qui a servi pour les artistes hier, entourée de vitres, donc c'est assez lumineux. Ouais. Et de verdure. Et de verdure. Qui est quand même assez construit, et c'est chouette d'avoir tous ces arbres qui ont été préservés. Et c'est vrai que c'est très très beau. Vous avez... C'est une belle structure. C'est le cabinet d'architecture Héro Arnaud qui a designé le bâtiment et l'ensemble. Ok. Et sinon, au niveau des objectifs pédagogiques, quels sont les principaux que Creative Seeds vise à atteindre dans les années à venir ? Dans les objectifs, de toute façon, on est déjà un petit peu dedans. Là, on va juste augmenter un petit peu les effectifs, ce qui nous permet en fait, de développer des nouveaux équipements surtout. C'est-à-dire qu'avec peu d'élèves, on ne peut pas se payer un plateau de tournage, une grande salle de cinéma, etc. Donc on doit augmenter un petit peu les effectifs pour justement avoir des équipements un peu plus performants. On va beaucoup développer notamment les technologies temps réel qui sont de plus en plus présentes. Bon, dans le jeu vidéo, c'est connu, mais aussi dans le cinéma d'animation, les effets spéciaux, c'est des choses qui sont de plus en plus en train de s'intriquer. Donc on fait beaucoup de démarches actives de veille. On s'intéresse aussi aux outils IA génératifs, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. C'est des choses qui arrivent dans nos industries. Donc il y a beaucoup d'éléments à l'étude. On a des partenariats qu'on est en train de monter avec l'université, avec des lycées. Voilà, on veut aussi s'intégrer plus dans le paysage des établissements publics pour avoir des formations un peu mixtes et essayer de travailler sur l'inclusion sociale, ce qui n'est pas facile pour une école privée, parce qu'il y a la barrière du prix, et on a envie de travailler aussi là-dessus. Et pour continuer sur la pédagogie, on suppose en tout cas que dans la création de l'animation et des effets spéciaux, un peu comme en radio, on a des échéances parfois assez courtes, assez sévères et un peu des pics de stress dans le travail. Et pourtant, vous nous avez dit que l'une de vos convictions pédagogiques, c'était d'aller vers des pédagogies dites nouvelles, Montessori, etc. Comment est-ce que vous pouvez, dans la pratique pédagogique, concilier ces valeurs-là avec la réalité d'une industrie qui est quand même compétitive et qui nécessite d'avoir des gros coups de feu dans le travail? Il faut qu'il y ait deux choses différentes. Notre industrie, d'ailleurs, il y a des studios aussi qui commencent à évoluer vers ça. On peut vraiment pratiquer notre métier sans se mettre de stress. C'est quand même un travail qui est sur le temps long, contrairement au spectacle vivant. Et je pense à la radio qui peut y avoir aussi ce rythme et le côté direct. Nous, on l'a pas. On produit du contenu parfois sur des échelles de temps qui sont énormes. Sur un film comme Les Mignons, on livrait 3 secondes par semaine validées. Donc c'est vrai. En tant qu'animateur de personnages, c'est des films qui mettent plusieurs mois, années à se fabriquer. Et pour la série, les enjeux, on va dire, de stress sont souvent des enjeux financiers ou des manières de manager les équipes, et on n'est pas obligé de passer par là. Il y a des formations qui passent par ces dynamiques-là. Il y a des studios qui le font, et du coup, aussi parfois, des enseignants vont retransmettre ce qu'eux-mêmes ont vécu. On a envie d'essayer justement d'aller à l'encontre de ça. La culture du crush, il y a eu beaucoup de studios de jeux vidéo qui le remettent en question aussi, des studios, donc tant mieux. Et on a envie une école, c'est former des gens, mais c'est aussi inculquer, proposer des valeurs, proposer des méthodes de fonctionnement qui sont différentes aussi. Donc la culture du crush, c'est la culture du on regarde pas quelle heure il est et on continue toute la nuit, c'est ça? C'est un quoi? peu ça, voilà. C'est ça, d'accord. Les charrettes, les crushs, un peu comme en fonction on a beaucoup à faire et qu'il reste peu de temps. Ok, donc vous n'êtes pas dans la culture du crush alors? On ne fait pas ça. Okay. Super, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Laser. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Oh hey, didn't see you there. While I've got your ears, there's something I'd like you to hear.
Poisonous in the doses, the toxins, the antidote. If the son come from God, somebody gotta be Joseph. Blood on my hands, cause Papa handed me roses, branded me dope, but not enough for Carnegie Hall. Travel the globe, but still struggle to try to be whole. Part of the odyssey, home majority is how to be home. The hero journey, Greek old, ego death is cheat code. Free myself through keyholes, he done left the pitfall. Same toilet, different shit show. Do me your stogie, same schizo. Rumi or Allen Poe, grim prose. Julie blossom into primrose. Kinfolk, trees fall far from the apple cider gin toast. Fix the rider to have lick yours. Appetizers main course, but don't get hung over the painful. Got a stomach or the aches though. Mud come with rain, so jump around my house a pain song. Dans ce bordel, dans ma DeLorean, je survole ce vortex. Too late to regret, je ferai ça post-mortem, rien dans le tiroir, qu'est-ce, il faut que je fasse le reste. Oh me, j'ai plus d'une vie, mais chaque fois ça passe plus vite. Là où on s'aime, baby, il fait jamais nuit. Laisse-moi porter mon espoir comme un zé porte ses rayures. Quand je coloriais, je dépassais volontairement de la bordure. Cette life c'est une torture, mais y a pas plus sweet. Ça réouvre les bobos d'écrire, mais on me félicite. Je vais pas te faire un dessin champion, c'est assez explicite. Si tout s'arrêtait maintenant, je regretterais pas d'être impulsif. Les évidences aussi peuvent paraître difficiles. S'il y a un canard blanc dans un lac, est-ce que je dois le voir comme un signe? Les mensonges donnent des épines et pas des fruits. Je reste vrai parce qu'il me reste que maintenant et ici, c'est ici. Passing memories. What was mine is now yours. Too late to wait, too soon to go. As a new age unfolds. Too late to wait, too soon. As the youth shakes the old. The dawning of the beautiful. The sparking of the crucible. Crucible. Radio Laser chamboule ses programmes. Émission spéciale. Radio Laser, émission spéciale en direct. C'était Chinese Man, Too Late. Et on est toujours en direct de Creative Seeds avec Radio Laser. On accueille tout de suite deux étudiants de Creative Seeds. Bonjour Émilie Gaillard, bonjour Hugo Dreux. Bonjour à tous. Alors, vous êtes étudiant en 5e année, si j'ai bien compris, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Et quelles sont vos impressions générales sur votre expérience jusqu'à présent ici à Creative Seeds ? Vague question. Ouais, vague question. Moi, je dirais que... Tu veux que je commence ? Vas-y. Okay. Moi, je dirais que on est très très bien accompagné, que ce soit à partir de dès la première année. On rentre directement dans le bain et on sait ce qu'on fait là, en fait, ce qui est déjà un très bon point. Puis, ça suit son cours jusqu'à la 5e. Et jusqu'à la 5e, on est soutenu comme il faut dans notre démarche. Et on est encouragé dans notre démarche, surtout, je dirais. C'est-à-dire qu'on ne nous prive pas forcément de ce qu'on veut faire. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait Très bien. Je dirais aussi, du coup, pour compléter ça, aussi, contrairement à d'autres écoles, on a certaines spécificités ici. Notamment le fait que d'autres écoles vont être plus généralistes sur la façon d'enseigner. Ici, on va avoir la première année qui va être très généraliste. Le reste va être très spécialisé, dans le sens où on va très bien choisir une spécialité du coup dans la 3D. Et on va suivre du coup le cursus sur ces spécialités-là. Donc on va être accompagné sur ça. Et on est suivi par des gens qui
sont encore dans l'industrie, qui ont de la bouteille. Du coup, c'est aussi un plus. C'est vraiment des gens qui connaissent ce qu'ils font, qui pratiquent encore. Du coup, on est vraiment suivi par des gens compétents, entre guillemets. Ouais. Du coup, c'est assez cool, en fait, d'avoir vraiment ce retour de gens qui ont bossé vraiment sur des films que nous, on a regardés aussi étant plus jeunes. C'est quand même un petit plus, quoi. Donc, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir chacun trouvé une sorte de mentor ici à l'école en vous spécialisant ? Eh bien, à Creative Seeds, oui, contrairement à d'autres écoles, on est spécialisé. Donc, très tôt, en fait, on dit ce qu'on préfère faire. Et au fur et à mesure, comme une sorte d'entonnoir, on va vers nos spécialités. Donc, ça peut être personnage, environnement, etc. Et on est bien accompagné parce que finalement, on a un mentor dans chaque spécialité et qui est là, qui nous drive, qui nous conduit jusqu'à la 5e et qui nous accompagne tout du long. Et comme a dit Émilie, c'est des pros, donc ils sont très compétents. Et ils ont une pédagogie qui est pas académique. Et du coup, c'est vachement plus personnel, en fait. On a beaucoup moins de barrières entre eux et nous. Il y a toujours cet effet de respect, parce que finalement, c'est le mentor et nous, on est l'élève. Mais voilà. Et du coup, ça permet d'avoir un enseignement qui est plus fluide et moins formalisé, je dirais. Il y a qu'une complicité aussi qui se forme, parce que forcément, nous, par exemple, on prend le cas de Jean-Michel, qui est du coup notre mentor à l'école. Quelqu'un qu'on connaît du coup depuis maintenant 4 ans, qui nous suit tous les jours en fait quand on est en cours, avec une certaine complicité qui se crée. Et ce lien du coup qu'on a facilite aussi du coup l'apprentissage, que c'est quelqu'un qu'on va avoir plus de facilité à aller voir. Certes, c'est un mentor, mais c'est aussi une personne de notre entourage maintenant. Du coup, dès qu'on a un souci, c'est vrai qu'on a moins cette hésitation que pour avoir un élève avec un prof qui pourrait avoir dans d'autres écoles. Ici, on est vraiment sur une sorte de relation plus collègue qu'une hiérarchie un petit peu. Donc Creative Seeds, c'est un peu une petite famille, quoi. C'est ça, entre guillemets, oui, effectivement. Ouais. Ça veut dire que même quand vous aurez votre diplôme, si c'est possible, si vous en avez le temps et lui aussi, vous aimeriez bien continuer à bosser, à faire des projets avec lui ? Oui, par exemple. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui restent en contact du coup avec l'école. C'est pas rare qu'on ait de temps en temps des anciens étudiants qui sont partis il y a 2-3 ans, qui reviennent passer juste un petit coucou, machin et tout. Aussi les étudiants qui viennent donner des cours aussi aujourd'hui du coup à l'école. Donc oui, il y a quand même la relation qui s'est créée ici, continue après l'obtention du diplôme. Et oui, forcément, ça crée aussi des projets. On a certains étudiants qui ont été recrutés dans les boîtes dans lesquelles bossent nos mentors. Du coup, les projets continuent même après notre éducation ici. Puis ça, c'est aidé par le fait que finalement la relation est plus horizontale et du coup on privilégie largement le relationnel à la compétition, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et du coup, c'est vachement bien pour le mental, mais aussi pour l'après, surtout. D'accord. Et donc avec votre formation à Creative Seeds, vous vous sentez préparé pour votre avenir professionnel vraiment, Oui, carrément. Enfin, que ce soit grâce à l'environnement qui, pour le coup, reprend exactement à quoi un studio ça ressemble. Mais aussi le fait que finalement on est plus en rythme de production qu'en rythme de cours. Du coup, on est carrément prêt. Puis, il faut voir le témoignage des anciens élèves aussi. Les anciens élèves, ils disent que en studio, c'est comme à l'école. D'accord. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que du coup, ici, on n'a pas vraiment de vrais cours, entre guillemets. On est dans une salle, on a un prof qui nous explique des trucs. Ici, on marche, comme disait Hugo, on marche vraiment comme un studio. C'est-à-dire que nos mentors arrivent, on nous donne un projet, on a dit vous avez tant de temps pour faire ça, et après, c'est à nous de gérer. Il n'y a pas vraiment de cours en mode allez, on va faire ci, ça, machin et tout, on va dans la salle. On a ça aussi, mais c'est plus des cours généraux. On va dire, si on voit qu'il y a un besoin particulier, va y avoir une sorte de cours, entre guillemets, on va être dans une salle tous, et on va nous montrer ce qu'il y a à faire. Mais en soi, on a un peu laissé en mode allez-y, testez des choses. Si vous échouez, c'est pas grave. Et si on voit vraiment qu'il y a beaucoup de monde bute sur un truc, là, on vous prend à part, on vous dit voilà, on vous explique ça, comme c'est plus simple de faire comme ci, comme ci, comme ça, et après, on enchaîne, puis tout le monde retourne à son poste et on continue le travail en solo. Et, du coup, on est vraiment en situation vraiment où quelqu'un vient, il a un besoin, et nous, on est là pour répondre aux besoins. Donc, en soi, c'est vraiment un mini-studio qu'on a ici. C'est vrai que ça aide pas mal, du coup, à l'insertion professionnelle, du coup. Et d'ailleurs, en termes de projet, au terme de votre 5e année, si je ne me trompe pas, vous avez un film à produire. C'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe, ce que vous avez choisi
Donc, pour parler du début, notre film de 5e année, on y pense directement depuis la 4e, en fait. D'accord. C'est-à-dire que la 4e année se passe comme toutes les autres années, c'est-à-dire qu'on a des ateliers qu'on remplit au fur et à mesure. Sauf que à partir de novembre à peu près, on commence déjà à pitcher des idées. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? On commence à trier en fait. Et vient la fin de la 4e année où là on écrit carrément le script du film, le déroulement du film, son scénario, etc. Sa pré-production, donc les petits dessins, les petits concepts, etc. pour savoir à quoi ça va ressembler. Mais aussi la recherche et développement pour savoir quels soucis techniques on pourrait rencontrer et si on arrive à trouver des solutions pour les gérer. Et après, en 5e, c'est fabrication. Donc on fabrique le film, que ce soit les différents objets des scènes, les personnages, les décors, etc. Et voilà. Et jusqu'à la fin de l'année, c'est fabrication du film. Et votre film dure combien de temps? Là, on est sur du 6 minutes. D'accord. 6 minutes et quelques. Ouais, c'est ça, 6 minutes et quelques. Ils vont être diffusés auprès d'un public? Alors du coup, en fait, là pour l'instant, ce sera une production qui sera en huis clos. Ça va être sur le temps de l'école. Une fois la production terminée, oui, effectivement, le film va être envoyé en festival. Du coup, on a un partenaire qui s'occupe de la distribution du film. Donc une fois que le jury sera passé, que le film sera sorti, qu'il sera en état d'être montré vraiment à un public plus large, il sera envoyé à la boîte du coup qui s'occupe de la distribution. Et après, du coup, c'est la boîte de distribution qui va prendre le relais et qui va du coup envoyer ça dans plusieurs festivals à travers le monde, du coup, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Donc, on verra par la suite comment ça se passe. Mais oui, effectivement, du coup, ce sera un film qui est destiné à être montré du coup, à un plus large public. Et est-ce qu'à ce stade de la création, vous auriez la possibilité de nous faire rêver un peu, de nous en dire plus? Qu'est-ce que ça raconte? Quels sont, c'est quoi l'histoire? C'est quoi les défis techniques qui sont liés à ce film-là, etc. Déjà, ce que je peux dire en préambule, c'est que le film on a été très très gourmand. Il est très volumineux, que ce soit pour tous les départements finalement, personnages, décors, animation, etc. On a été très ambitieux, ce qui a amené des soucis techniques, enfin des problématiques plutôt. Des problématiques qu'on a dû résoudre, plus ou moins en rafistolant des choses, mais on les a résolues. Donc c'est un film qui va envoyer pas mal à ce niveau-là. Et on est assez confiant quand même sur la qualité du film et sur son volume et son impact. Disons que pour l'histoire, c'est pour pas en dire trop. Oui, on sent que c'est délicat. C'est de la science-fiction avec des aliens, des robots, des décors exotiques. Donc avec des personnages assez particuliers en termes de faciès, de tête, quoi. Oui. Et du coup, c'est un exemple de challenge technique qu'on a dû résoudre parce que c'est pas du tout quelque chose de conventionnel en termes de technique. Donc on a dû résoudre certaines choses, mais le résultat est là. D'accord. Pareil pour les décors qui sont... toi, Émilie, tu peux mieux en parler que moi parce que c'est toi qui t'en occupes. Au niveau des décors, effectivement, on a été un petit peu ambitieux dans le sens où on est sur des trucs qui sont très très grands et très fournis. On a plusieurs décors qui sont assez variés. On passe du coup d'une carrière où le film commence, où vraiment on a ces aliens qui sont réduits en esclavage dans une mine. On peut passer dans du désert, un lac d'acide, une jungle. On a un peu pas mal de trucs qui vont être assez vivants. On a réussi à amener un petit peu à la vie avec un petit peu de sang. On en a un petit peu sué du coup pour amener tout ça. Mais franchement, ça va être super. On a essayé de faire en sorte que le film ait atteint un certain niveau, que l'école soit fière de ce qu'on a fait, que nous aussi on soit fiers de ce qu'on a fait aussi. C'est un peu la concrétisation de 5 ans quand même de travail. Du coup, on a un peu mis, comme disait Hugo, on a un peu mis la sauce dans le film. Et là, on finit de toute façon, dans un mois, c'est la fin. Du coup, on est sur les finalisations là, donc. Hâte de pouvoir le visionner un jour. Bah oui. On a hâte de le montrer surtout. Oui. Qu'est-ce que vous espérez que les spectateurs ressentent après avoir vu votre film? Moi, je suis quelqu'un de simple, donc je dirais qu'il soit diverti et qu'il mette en pause ce qu'il y a autour de lui pour qu'il soit purement plongé dans ce qu'il voit et qu'il se dise
putain, c'était pas mal quand même. Ce serait déjà un bel accomplissement. Je pense que je suis un peu dans le même avis, dans le sens où, à la base, notre métier, c'est de créer du divertissement. Donc je pense que si déjà on arrive à sortir un film et que les gens sortent de la séance et se disent, là, on a passé un bon moment, on n'a pas vu les 6 minutes défiler, je pense que ce sera déjà un très grand accomplissement pour nous. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour Radio Laser. Merci à vous. C'est une expérience sans pareil, unique. Chaque fois que tu arrives à avoir l'oreille du public, la gloire, l'oseille, la suite logique. Et ceux qui croyaient moins que rien maintenant se demandent quelle est sa formule magique. Du taf quotidien, je n'écoute pas trop les sceptiques, mais crois les gens faibles, écoute au chaos technique. Jugement sans appel, défaite écrasante, tu auras reçu. Vivre est une science qui ne s'apprend qu'au fur et à mesure. Souvenir de rêves brisés, ce n'est qu'avec la réussite que tu te dis laisse pisser. Prends le passé tel une épice, relevant le goût du présent, le poivre dans ton repas glisse. Mais attention au piment. Je donnais mon maximum dans une autre vie. Aujourd'hui je touche l'impossible, aucun sauf-conduit. Chaque vers c'est fabuleuse, guide vers d'infini plaisir. Mon délire est très facile à saisir. D'un rare parmi les rarissimes, suave parmi les suavissimes, rare parmi les bravissimes. Rare parmi les rarissimes, suave parmi les suavissimes, rare parmi les bravissimes. Rare parmi les rarissimes, suave parmi les suavissimes, rare parmi les bravissimes. Rare parmi les rarissimes, suave parmi les suavissimes, rare parmi les bravissimes. Yeah. Je dis excusez-moi d'abord, puis je frappe le plus fort possible. Dompter l'opposition et d'obligation pour l'MC, c'est l'hiver chaque fois que je souffle. Ils pensaient pouvoir faire de moi un feu de bois. Ils n'auront qu'un feu de joie, car ils me font chaque fois rire aux larmes. La plaisanterie vire au drame, et maintenant on accuse Danny de pyromania. Badinage et moi ne ferons plus jamais bon ménage. Chose que tu n'as même pas envisagée. J'ai glissé mais j'ai rebondi. Oh, sommet mon étage. Violer mon espace, c'est très mauvaise idée réfléchie. Je vise l'excellence, mon pire ennemi c'est moi-même. Donc l'abruti qui me fixe dans la glace, je le malmène au galop d'une aube à l'autre. Pas ou peu de pause, l'après mais ne stop que lorsque je sonne limpide. Clair, de l'eau de baptême. En tous les cas, m'en foulez pas pour tous mes coups d'éclat. Je complique la vie des M6, tu sais pourquoi? Beaucoup trop mentent, les yeux dans les yeux, le plus sincèrement possible. Une main sur le cœur, l'autre montrant les cieux. C'est une course à l'enrichissement, suicide collectif, mais bon, fais ton fric. Je me suis dit de suivre cette politique, divisée pour régner. Si on nous la fait, quelle réussite. Mais qui en paie les frais, à qui profite le préjudice? D'un rare parmi les rarissimes, suave parmi les suavissimes, rare parmi les bravissimes. Rare parmi les rarissimes, suave parmi les suavissimes, rare parmi les bravissimes. Rare parmi les rarissimes, suave parmi les suavissimes, rare parmi les bravissimes. Rare parmi les rarissimes, suave parmi les suavissimes, rare parmi les bravissimes. Ouais, je l'ai déjà dit mais bon, je sais que je le répéterai, il le répétera encore. C'est Danny Dan et mon gars Kyo Itachi. C'est l'alliance de Larga. Yeah. Kyo à la prod et moi-même Danny Dan au microphone. C'est l'alliance de l'art. Yeah. Rare parmi les rarissimes. Yeah, dealer. Danny Dan, rarissime sur Radio Laser. Et tout de suite, on accueille Ted Beauvarlet. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes ingénieur et fondateur de la Licorne Rouge. Et ingénieur son, j'avais Et ingénieur vu. du son. C'est ça, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre studio, la Licorne Rouge ? La Licorne Rouge, c'est une longue histoire. C'est un studio qu'on a démarré en 2004. Donc nous fêtons 20 années d'activité dans l'enregistrement, l'accompagnement d'artistes et la formation professionnelle dédiée au métier du son. Donc on est déjà sur une vieille licorne un peu.
école qui a évolué au fil du temps, le programme aussi. J'ai été rejoint par des partenaires, des collaborateurs, des gens avec qui on a aussi réalisé des albums, travaillé sur beaucoup de projets, notamment David Millman du Casoar, qui m'a rejoint aussi dans le projet actuel. Et qui sera avec nous tout à l'heure. Avec qui on a fait évoluer donc, ce programme de formation immersive, qui est une formation qui permet d'intégrer les écoles dans le cadre de studios d'enregistrement professionnel. Donc, on est vraiment sur l'application de la théorie. Et donc, votre formation, qu'est-ce qu'elle propose exactement aux étudiants ? Alors, on a un programme théorique qui est chargé parce qu'il s'agit de technique du son, donc c'est un métier qui fait appel à beaucoup de choses, des technologies, du numérique, de l'analogique, du câblage, plein de choses comme ça. Je vais éviter d'être trop technique. Et aussi la relation humaine, puisqu'on travaille avec... Alors nous, on travaille dans le domaine de la production son, musique. Effectivement, il y a plusieurs branches dans le métier. On peut aller vers des métiers qui vont plus sur de l'événementiel. On peut aller vers des métiers qui sont plus peut-être vers des métiers de communication ou de radio comme vous. D'accord. Ça peut dévier vraiment dans différents sens. Ou éventuellement, on a aussi des élèves qui sont musiciens et qui se servent de leurs acquis pour pratiquer mieux leur métier. D'accord. En indépendant, aujourd'hui, en musique, c'est important. Être indépendant et avoir un savoir-faire aussi là-dessus, c'est quand même important et c'est très demandé. Donc en fait, vous formez potentiellement de futurs producteurs. Alors c'est vrai que nous, on a un tronc commun, qui est une formation de tronc commun de technique du son en général, là où effectivement nos élèves pourront prendre une direction différente au sortir de cette formation. On forme des élèves sur le terrain, donc ils acquièrent de l'expérience directement par la pratique quotidienne. D'accord. Et est-ce que vous avez des commandes de l'extérieur ? Est-ce qu'il y a des personnes de l'extérieur qui vous commandent des sons et que vous faites réaliser à vos étudiants ou à des professionnels du studio ? Alors là-dessus, on a des projets qui sont des projets à titre pédagogique que nous accueillons. Donc, on a des groupes qui viennent spécifiquement pour ça, des groupes de musiciens, que les élèves sont chargés donc, de préparer à l'avance, d'accueillir, d'installer. Ils doivent réaliser toute le câblage, la prise de son, les balances avec les musiciens, l'enregistrement, le mixage, l'envoi du mix aux musiciens et bien sûr la prise en compte de leurs observations pour faire des retouches jusqu'au mastering final. D'accord. Donc on va vraiment, de toute façon, dans la formation, je dis toujours, ça va de la soudure du câble jusqu'au CD sous cellophane. Ah oui, donc une formation bien complète. En passant par beaucoup d'étapes, bien sûr. Et donc là, vous êtes dans les... vous louez, vous, la location du studio ? Alors, on est à l'origine de la création du lieu en collaboration avec Creative Seeds. D'accord. On a pensé ce lieu ensemble. On a beaucoup brainstormé. On a pensé aux différents usages. Et comme par exemple, le grand hall ici, qui nous sert à faire des showcases, puisqu'on est aussi dans l'accompagnement artistique. On accompagne de jeunes groupes dans la réalisation de leur album. On va un peu au-delà. On les accompagne aussi en spectacle. Moi, notamment, je fais quand même pas mal de shows en tant qu'ingénieur du son façade. D'accord. Où je m'occupe de l'habillage sonore du groupe et de l'image, l'identité du groupe. Je remplace notamment des ingénieurs du son comme Gwendal Richard sur des sets lorsqu'il ne peut pas être présent. Je sonorise Masque à gaz, je ne sais pas si vous connaissez. Donc Gwendal, lui, originellement, il a été ingénieur du son pour pas mal de monde, pour les Ramoneurs de Menhir, oui. Que vous connaissez, Trian. Oui. Vous connaissez. Gwendal s'occupe de Masque à gaz aujourd'hui. Okay. Et donc moi, voilà, je le remplace aussi sur scène en façade, lorsque Gwendal ne peut pas venir. Ça, c'est important aussi d'avoir des remplaçants lorsqu'on travaille dans le métier. Et Gwendal est également un intervenant dans le centre de la Licorne, où il vient partager son expérience d'ingé son live, puisqu'il lui fait vraiment beaucoup de spectacles vivants, là où moi je fais beaucoup plus de studio en général. D'accord. Et vous avez un rôle au niveau de la musique dans les productions animées, si je ne me trompe pas. Oui. Et comment vous collaborez, excusez-moi, avec Casoar Musique ? Alors, Casoar Musique, David étant spécialisé dans l'accompagnement artistique et la direction artistique, direction musicale.
je fais appel souvent à ces services lorsqu'il s'agit d'accompagner des groupes, on va dire pré-album, pour les préparer à l'enregistrement, ou de coaching avant les tournées, avant d'aller en spectacle. Okay. On voit les résultats très vite, c'est-à-dire que David a ce que j'appelle l'œil du tigre. Il voit tout de suite le potentiel, il arrive à déceler le potentiel de chaque musicien et les accorder ensemble. D'accord. Il ne change pas fondamentalement la musique des gens. Je pense que souvent, c'est une appréhension que peuvent avoir les musiciens. Qu'est-ce qu'un coach va faire ? Il va me faire changer mon jeu. Désolé. Il va me faire changer mon jeu, il va me faire changer ma musique. C'est pas le cas. David arrive à magnifier ça, magnifier l'œuvre originale en accordant les musiciens ensemble. Et j'aime beaucoup ce qu'il arrive à faire. On travaille depuis longtemps ensemble. On a réalisé pas mal d'albums ensemble. Et effectivement, je trouve toujours juste d'avoir cette préparation avant l'enregistrement. On gagne du temps énormément en studio et on gagne en qualité aussi, en qualité de jeu. Pareil sur les tournées. On gagne du temps sur le son. On fait de la résidence sonore avec les groupes. On les prépare ici. On a préparé quelques Olympias, les Licornes Rouges quand même, avec Alan Sivell, avec la collaboration d'autres ingénieurs du son. Hein. Je pense à Eric Peslon, qui accompagnait Dana Braz, qui est venu préparer l'Olympia d'Alan Sivell avec nous. David a été directeur musical aussi sur cette tournée. Donc ils ont fait la tournée des Zéniths. Enfin, tout ça a été préparé à les Licornes Rouges, humblement. Et magnifier la musique des personnes sans pour autant la modifier et travailler sur leur osmose ensemble. Est-ce que vous diriez que ça fait un peu partie des valeurs que vous cherchez à transmettre à vos élèves ? Oui. Notamment l'enregistrement live. J'aime beaucoup l'enregistrement live. Il y a des groupes qui veulent, qui des fois se font une idée, on va dire, du studio on appelle ça de l'overdubbing. C'est-à-dire on va enregistrer d'abord les batteries, ensuite les basses, ensuite les guitares. La vie là-dedans... C'est difficile de la créer. C'est de la musique en kit, ça devient... donc à moins d'avoir des musiciens extrêmement talentueux et ultra efficaces, sachant travailler au clic et faisant groover le clic. Hein. Le clic, c'est le métronome, hein, qui est la base pour que tout le monde joue en même temps. Moi, je préfère avoir une approche plus live. Et effectivement, ici, on est équipé spécifiquement dans cette optique-là. On a 4 cabines séparées. Toutes les cabines et toutes les régies sont reliées ensemble par un système de patch. Donc on peut aller, si on a besoin de séparer les sources, comme souvent c'est la demande des gens, on peut séparer les sources. On peut mettre un batteur dans une pièce qui ne va pas déranger la prise de son d'un orchestre symphonique. D'accord. Bon. Ah oui, il y a une bonne isolation. On a des cabines qui le permettent. Voilà, on a des grands volumes. Donc on peut faire la prise de son live, même en séparant les gens. Moi, j'adore faire la prise de son live en réunissant les gens. Donc, j'utilise la grande cabine, beaucoup, pour des groupes de rock, par exemple. On va créer un son club. Et on va avoir cette énergie live essentielle, comme si on les voyait en spectacle, voilà, comme si on les avait devant nous. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Ah oui. Donc, en fait, si on devait, pour nos auditrices, auditeurs, si on devait dire quelle est la spécialité un peu de la Licorne Rouge et ce pourquoi ils pourraient avoir à se tourner vers vous en tant que musicien, ce serait justement pour avoir ce jeu tous ensemble dans une osmose. Je pense qu'il y a une question d'implication. Les gens ne viennent pas me voir par hasard. La plupart du temps, c'est souvent des gens avec qui on a soit collaboré à un moment donné ou peut-être avec, au travers d'autres projets peut-être, hein. Des fois des gens qu'on a rencontrés sur scène, ou on a collaboré avec d'autres personnes et qui entendent parler de ce qu'on fait. Automatiquement, moi je m'implique beaucoup dans tous les projets, et je pense que c'est une des caractéristiques principales, c'est que je ne suis pas là juste pour pousser le bouton rouge, je vais quand même aller plus loin, je fais du coaching. Lorsqu'il n'y a pas de directeur artistique présent, je vais être là aussi pour pouvoir emmener une autre dimension et essayer de trouver l'essence du jeu des musiciens. J'aime beaucoup ça, aller chercher ça. Effectivement, on me le souligne souvent. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Laser. Merci à vous. Et on se dit à tout à l'heure.
le fil. T'arrives pas à trouver ta place dans le cirque, tu craques. T'as peur de voir en grand tes états d'âme. Tu flippes, tu planques, tu crispes. T'as le miroir tout gris, t'es fou. Moi aussi. Tu craques. Il faut lâcher le corps, il faut lâcher la tête, il faut lâcher le cœur, faut lâcher la bête. Réveille le fauve qui sommeille en toi. Fais-toi du crocodile, attention c'est crocodile. Il faut lâcher le corps, il faut lâcher la tête, il faut lâcher le cœur, faut lâcher la bête. Invoque. Dedans c'est Bagdad, mais tu gardes bonne mine. Tes émotions tu les gardes, tu réprimes. T'as le cœur tout en vrac, t'es fou. Moi aussi. Toi t'es fort, t'es grand, tu brilles, t'es beau. Tu contrôles tes sentiments, gentiment. Et puis tu chiales, tu coules si t'es pas le deal. Vas-y lâche. Il faut lâcher le corps, il faut lâcher la tête, il faut lâcher le cœur, faut lâcher la bête. Éveille le fauve qui sommeille en toi. Il faut lâcher le corps, il faut lâcher la tête, il faut lâcher le cœur, faut lâcher la bête. Invoque le tigre qui sommeille en toi. Il faut lâcher le corps, il faut lâcher la tête, il faut lâcher le cœur, faut lâcher la bête. Éveille le fauve qui sommeille en toi. Il faut lâcher le corps, il faut lâcher la tête, il faut lâcher le cœur, faut lâcher la bête. Invoque le tigre qui sommeille en toi. Radio Laser chamboule ses programmes. Émission spéciale. Radio Laser, émission spéciale. Écoutez la proximité. Vallon de Haute-Bretagne, Radio Laser. Maman, papa rêvait Paname, Tour Eiffel, son finicité du long dos. Français, couleur ébène, ça fâche en effet. De préjugés fume mon landau. Racisé, indigent, la risée, des cons et ceux qui ont l'argent, 100%. Motivé, endurant, minorité, qui se voit pas figurant de 100%. J'entends dire qu'on est victimaire, tous ceux qui n'ont pas une autre story. Sont pas pris notre itinéraire comme un autre catégorie. Je pars de loin. Je pars de loin. Le frigo plein l'égalité. J'ai eu ni l'un, ni l'une, ni l'autre. La garantie d'être validé. Je n'ai ni l'un, ni l'une, ni l'autre. Les poteaux qui restent à la porte. Parce que t'as honte d'être pauvre. Les jeux qui n'ont rien d'amusant. Le camping à la maison. Les désolés repassés. L'ascenseur social cassé. Les injures déguisées. Le racisme civilisé. J'entends dire qu'on est victimaire, tous ceux qui n'ont pas une autre story. Sont pas pris notre itinéraire comme un autre catégorie. Je pars de loin. Je pars de loin. Le frigo plein l'égalité. J'ai eu ni l'un, ni l'une, ni l'autre. La garantie d'être validé. Je n'ai ni l'un, ni l'une, ni l'autre. Mais la lune, j'ai de quoi la décrocher. Oui, la lune, j'ai de quoi la décrocher. Je pars de si loin que j'ai trop d'élan, trop de jets. Et vu le recul, je m'arrêterai qu'une fois la lune décrochée. Je pars de si loin que j'ai trop d'élan, trop de jets. Et vu le recul, je m'arrêterai qu'une fois la lune décrochée. Je pars de si loin que j'ai trop d'élan, trop de jets. Et vu le recul, je m'arrêterai qu'une fois la lune décrochée. Je pars de si loin que j'ai trop d'élan, trop de jets.
lâcher. Si la formation à la licorne rouge vous a interpellé, on vous rappelle que vous pouvez venir aux portes ouvertes qui ont lieu ce 15 avril. Et oui, jusqu'au 15 avril, Creative Seeds vous ouvre ses portes et mercredi 10 avril prochain, entre 14h et 19h, vous pourrez rencontrer la licorne rouge pour des ateliers d'initiation à la création musicale. Et tout de suite, on est avec un étudiant justement de la licorne rouge. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, quelles sont vos impressions générales sur votre expérience en tant qu'étudiant à la licorne rouge ? Très bonne, pour commencer. Ce qui est cool à la licorne rouge, en fait, c'est qu'on est immergé en fait, dans la formation. En fait, c'est comme un apprentissage un petit peu, parce qu'en fait, on est sur le terrain, on est directement dans le studio. On n'est pas constamment dans une salle de cours où on nous apprend la théorie, mais la théorie, la théorie et la pratique se mélangent. Et le fait d'être dans un studio d'enregistrement en permanence, et du coup, en fait, on est amené tout de suite à appliquer ce qu'on apprend, et c'est ça qui est super intéressant à Licorne Rouge. Et ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que c'est un milieu de... Enfin, Licorne Rouge, c'est un monde de passionnés. Ted est passionné, enfin, notre prof, c'est un passionné. David, il est passionné aussi. Et c'est un plaisir, en fait, d'aller tous les jours en cours, quoi, apprendre la technique du son, la théorie musicale. Vous êtes peut-être musicien de base ? Je fais de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. D'accord. Je fais de l'arrangement, de la composition. Après, je pratique pas forcément d'instruments traditionnels, on va dire. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a un processus de sélection pour intégrer la licorne rouge ? Non. Je sais que Ted, lui, rencontre ses étudiants avant. Mm-hmm. Il va voir leur motivation. Il va voir leur... Voilà, si c'est des étudiants aussi qui ont des projets musicaux, qui ont des projets futurs. Mais après, je sais que c'est ouvert à tous ceux qui ont une passion pour la musique, une passion pour le son. Et si lui, là, il capte ça, il n'y a aucune raison que l'étudiant ne puisse pas accéder à cette formation. D'accord. Et justement, quels sont les principaux domaines d'apprentissage que vous avez explorés au sein de la formation ? Diverses. Déjà, la Licorne Rouge, il y a 2 formations. Enfin, il y a Casoar aussi à côté, où là, on est plutôt dans la théorie musicale. La Licorne Rouge, ça va être la technique du son, tout ce qui touche au mixage, au mastering. On appelle ça un G plateau aussi, enfin un G en live, un G live. Donc, ça va passer en fait de l'apprentissage des logiciels, de MAO, après, qu'est-ce qu'un son, toutes les techniques et la théorie du son à appliquer dans un mixage. Ça va passer par vraiment divers. C'est compliqué à expliquer comme ça en un seul mot, mais parce que c'est tellement vaste en fait comme domaine. Voilà, on va apprendre toutes les étapes qu'il y a après toutes les étapes qu'il va y avoir. Dans le son en fait jusqu'à sa sortie en fait sur les réseaux, sur les plateformes. D'accord. Voilà. Et justement, quel projet sur lequel vous travaillez sur quel projet en tant qu'étudiant ? Pour beaucoup d'étudiants, ça va être sur des projets. On commence par des projets personnels. On arrive tous peut-être plus ou moins avec des projets qu'on avait déjà entamés peut-être avant la formation. Donc la formation, ça nous permet un petit peu d'approfondir en fait d'aboutir un petit peu nos productions musicales. Après les projets, ça va passer par les artistes qui passent dans le studio, en fait, où là, nous, on va venir appliquer ce qu'on apprend. Par exemple, on est à une période en fait, où c'est à nous de faire du démarchage pour aller chercher des groupes ou des artistes qui voudraient enregistrer en studio. Et pour eux, en fait, ça leur coûte rien parce que c'est dans une démarche pédagogique. Et en fait, on applique vraiment tout ce qu'on a appris. On a une période où on applique tout ce qu'on a appris. Donc, on accueille le groupe, on va de l'accueil jusqu'à la finalisation du projet. Donc, ça va passer par l'enregistrement, le mixage, le mastering et pourquoi pas après la diffusion, en fait. Et aujourd'hui, on sait que les personnes mélomanes, elles écoutent de la musique en concert, mais elles vont aussi beaucoup écouter de la musique sur les plateformes. Et on sait que sur les plateformes, le format, il est beaucoup plus compressé. Or, vous, dans votre métier, vous apprenez justement à faire du mixage et du mastering et à magnifier le plus possible le son. Est-ce que vous pensez que votre métier,
il a changé ou il est en train de changer du fait des pratiques des auditeurs et des auditrices sur les plateformes de streaming, j'entends. Oui, alors question très vaste. C'est une question que nous, on a abordée et qu'on aborde toujours en formation. C'est des questions que nous, en tant qu'étudiants, on pose aussi. Est-ce qu'il y a une perte qualitative, en quelque sorte, du son à travers la musique en streaming? Il semblerait que non, pas forcément. Ça dépend, en fait, après les normes que vont mettre en place les diffuseurs, en fait, par exemple Apple Music, Spotify. Voilà, chacun ont des normes. Et ça va dépendre en fait de ce qu'ils vont proposer comme qualité de diffusion. Par exemple, on sait que certaines plateformes vont plutôt proposer du HD audio qui vont avoir une qualité qui va être au-dessus de la qualité CD. Et par exemple, il y a d'autres plateformes qui vont proposer du MP3 qui là effectivement c'est du compressé. Donc là il y a une perte, effectivement, il peut y avoir une perte de qualité audio. Donc nous, en fait, en tout cas, quand nous on travaille et qu'on travaille sur un projet, on fait en sorte de sortir un projet qui va être la meilleure qualité possible. Après, une fois que c'est envoyé à une plateforme de diffusion, c'est à eux après comment ils vont s'approprier le fichier, et s'ils décident de le compresser, nous on peut rien y faire. Et ça, c'est pas de notre ressort, quoi. Donc en fait, quand vous recevez un groupe qui vous demande de travailler sur le fait de produire sa musique, vous allez d'abord lui demander sous quelle forme elle sera diffusée pour pouvoir vous adapter dans votre travail d'ingénierie son, ou vous allez juste essayer de faire le meilleur son possible et après le reste vous considérez que ça ne vous appartient plus? Non, on va essayer de faire le meilleur son possible avec le matériel, le meilleur matériel qu'on puisse avoir. Après, c'est au projet final, en fait, il va y avoir généralement deux diffusions possibles, donc ça va être sur CD. Du coup, la finalisation ne sera pas la même qu'un son qui va être destiné à la diffusion en streaming. Donc, en fait, il y aura deux projets finaux en fait qui seront destinés à deux supports différents. D'accord. Mais nous, en tout cas, dans tout le processus de la chaîne, on est là pour faire en sorte qu'on sorte la meilleure qualité possible de leur production, quoi. Voilà. Très bien. Et vous envisagez comment votre avenir après la formation à la Licorne Rouge? Très bonne question. Alors moi, à titre personnel, je suis en train de monter une association, un studio associatif, qui est dans la Manche. D'accord. Bon, c'est pas dans l'Ille-et-Vilaine. Donc moi, ça va être expérimental parce que voilà, on sait que c'est un milieu aussi, le milieu artistique, le milieu culturel et musical, où la sortie des fois ça peut être un peu flou pour certains étudiants parce qu'il y a du monde sur le marché, parce que c'est aussi un monde qui évolue très vite. Et moi, en tout cas, ce qui me concerne, c'est que je veux garder le contrôle et la maîtrise. Donc, j'ai décidé de monter un projet, de monter un studio, de monter une association. Et après, de pouvoir peut-être en profiter pour faire des projets associatifs et culturels avec des associations qui vont plutôt se diriger vers le social, le médico-social. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Camille d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes toujours en direct à l'inauguration de Creative Seeds, l'école d'animation. Si la formation à la Licorne Rouge vous a interpellé, on vous le rappelle, vous pouvez venir, les portes sont ouvertes. ماشي الخاطر يشيري هادشي راه مكتب لينا ما شديت الماي قلت بسم الله زادو في الخريطة مدينة كان يحسب لي الشورى كلينيك ساج مسح لي الدمعة في عيني في كل خطوة نقرب ليها الدنيا غير
حولني دماغي تصرخ صولي كالمي في كل ستار كيسب فيس دو بوت باغيني بارفي ساكي بديت ولا شي ترابيت بدينا بالحب صاحبي البراءة الدري صغير مي دابا راه بديت نكبر السيكا ولات كدير لي طلابين بغيتي تحلى الدكا وكاع ما نشكي بهمي ميستيل ولف البكا عيني تغرغر فوق ما نغني قالو زعما مديبريمي الدرامات ولات 2000 هنينا غتجيب الجلس عشيري وتما نشوفو شكون قاع في السفينة كنصور راسي كل على علاش داير انا داكشي اللي بغيتو اليوم خلاني مقاصي مزيكا حملها تقيلة خاي صبريت قادا كو عرفت قبل كون كاع ما اختاريت هاد لافي كنصور راسي كل على علاش داير انا داكشي اللي بغيتو اليوم خلاني مقاصي مزيكا حملها تقيلة خاي صبريت قادا كو عرفت قبل كون كاع ما اختاريت هاد لافي كترش ما تشوف كتولي عما كترش ما تفكر كتخنق كيولي يجيك الحماق نعمة ربي رحمني عافاك ما قدرتش نزيد خطوة قالي غير الحميل اللي مازال ما تقعت كنعيش الخوا خليني عليك ما تصدعنيش كاع داكونيكت علاش طارينا زيرو فان ما عنديش اشكال هاك سمع ما بغيتيش لهلا ما تقول لي خاري ما تقول لي نقي اجي موي تشوفي دار خيالي لوطوكريتيك كنعرف قدري ما كنتسناكش تجيب لي خباري لافي ديالكم كولو واخا تقولوا شنو ما تقولوا راه ما غاتبدلوا والو كيديك فيمي تولي في مالبورو ما تقولياش كان ادميريك قوة رابور لولا الظروف ضيعت فرص كون جبتها كون نطو تزورو خلي بلا بلا خلي الغرور دماغي كابابل يطير يغلب لي كان الخوف دوماج قطع لي زين طابا بريكا وميلود جيتار نفس الموال ديما طال الانتظار يمشي نديرها كنصور راسي كل على علاش داير انا داكشي اللي بغيتو اليوم خلاني مقاصي مزيكا حملها تقيلة خاي صبريت قادا كو عرفت قبل كون كاع ما اختاريت هاد لافي كنصور راسي كل على علاش داير انا داكشي اللي بغيتو اليوم خلاني مقاصي مزيكا حملها تقيلة خاي صبريت قادا كو عرفت قبل كون كاع ما اختاريت هاد لافي Radio Laser, 95.9 FM. Radio Laser. Radio Laser. Radio Laser. Radio Laser. Radio Laser. Au sommet, dans mes rêves, il fait moins 40. Quand j'y serai, je ferai moins la maline. Il fait froid, il fait frais, même au sommet, ouais, j'ai des carences. Au bout de la ligne, la vie sera moins marrante. Dans la brume, dans l'air de la montagne, je vois le soleil et la lune. Comme Gilbert Montagnier, à l'aveugle, sans regarder mon nez. Sommet me guette, mais le chemin et le temps m'ont taclé. Mon Fuji, mon Ijen, mon Ararat, mon fusil, l'oxygène, ma carapace, mon abri, pôle épaule, comme si je te rabatte. Montrer mes forces, assumer ce que je rate. Au sommet, loin de tout, c'est pas si génial. Quand j'y serai, si je vais gérer, je serai solo dans la pénombre. Je sais plus si c'est vraiment ça l'idéal. À quoi sert de grimper si à la fin rien, tout en haut, tout ce qu'on voit c'est des crânes. Les forêts sur le chemin d'en haut, on les crame pour effleurer de ses mains une mascarade. Je redescends le matin quand je vois que j'ai toujours mon mascara. Himalaya, mon plan Everest. J'ai mal ailleurs et partout il est vrai. Il me lâchera pas, non, non sommet reste. J'ôterai dans le vide la prochaine fois que j'en rêverai. Au sommet, genre quand j'ai sommeillé, assommé. L'ascension n'est jamais pareille, assumée. C'est mieux pour que ça m'éveille, c'est mieux pour que ça m'éveille. Au sommet, genre quand j'ai sommeillé, assommé. L'ascension est là pour m'éveiller, assumer. C'est mieux pour que ça m'éveille, pour que ça m'éveille. Au sommet, dans leur rêve, tout ce qu'il leur faut. Des belles sommes, de la thune, la gloire et un très gros ego. Mais assommé par le trajet, je veux plus être en haut. Assis, mais je veux mes potes au-dessus des cimes. Mes sommets les a décimés. À skip, y'a de la place que pour une personne. Le ski et la glace, c'est pas fait pour tout le monde. C'est que pour les riches, les blancs ou les hommes. Ils font croire qu'être plus nombreux à la pointe, on en tomberait au sol. Je veux que le sommet reste accessible.
Je veux qu'à force d'effort, on reste assez libre. Je veux que la haut revienne en bas et que les bas deviennent des hauts. Je veux qu'on marche ensemble, sans hiérarchie. Je veux qu'on s'élève tout en restant assis. Je veux penser demain avec de l'art, vrai parti pris. Je veux penser à hier aussi. Sommet sera ce que j'en fais dans mes rêves. Sommet sera ce que j'en fais. Au sommet, genre quand j'ai sommeillé, assommé. L'ascension n'est jamais pareille, assumé. C'est mieux pour que ça m'éveille. C'est mieux pour que ça m'éveille. Au sommet, genre quand j'ai sommeillé, assommé. L'ascension est là pour m'éveiller, assumer. C'est mieux pour que ça m'éveille, pour que ça m'éveille. Mon Fuji, mon Ijen, mon Ararat. Mon fusil, l'oxygène, ma carapace. Mon abri, épaule, comme si je dérabatte. Montrer mes forces, assumer ce que je rate. Himalaya, mon blanc Everest. J'ai mal ailleurs et partout il est vrai. Il me lâchera pas, non, non sommet reste. Je sauterai dans le vide la prochaine fois. Émission spéciale, le studio de Radio Laser est en direct de Creative Seeds. Et on est en présence de David Milman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes musicien, prof de musique, oui. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres flèches à votre arc? Oui, et technicien son. Technicien son, c'est ça. Et donc vous êtes également professeur de musique à la Licorne Rouge. À Casoar Musique. À Casoar Musique, en collaboration avec la Licorne Rouge, c'est bien ça? On collabore ensemble, on travaille ensemble depuis plusieurs années. Avant, j'étais indépendant et je travaillais pour le service public au Conservatoire de Rennes, au Pôle Sup. Et donc là, dans le projet Movies et dans le bâtiment Creative Seed, je me suis installé pour fonder le Centre des Arts Sonores, le Casoar. Okay. Et là-dedans, j'assure des formations de musique, des prestations de services de studio d'enregistrement et aussi des formations à l'année de directeur musical. Et est-ce que vous pouvez un peu nous décrire justement la formation que vous proposez? Oui, c'est une formation de 600 heures à l'année. Là, c'est la première année, donc il n'y a qu'un an, mais on va sur 2 ans et peut-être 3 sur la 3e année. On va voir selon les partenariats, les troncs communs qui peuvent se faire avec la Licorne Rouge. Et c'est une formation à la direction musicale de projets artistiques. Donc ça inclut de la technique sonore, des bases pour s'autoproduire, mais un gros axe sur la composition, la théorie musicale et la direction d'équipe. Donc après, ça peut former des artistes indépendants qui savent s'autoproduire, mais aussi des personnes qui peuvent aller travailler dans l'industrie musicale et gérer une équipe avec différents corps de métier en ayant des notions de tous les métiers. D'accord. Et vous, quelle est la vision artistique de Casoar Musique en ce qui concerne la composition musicale et la production sonore? Alors, j'ai tendance à considérer que c'est un axe de production. On traite une information. Il faut réussir à aller de l'idée qu'a un compositeur, une simple idée dans sa tête, la concrétiser physiquement à travers un instrument ou à travers d'autres instrumentistes, réussir à la capter, faire la prise de son, à la mixer, la travailler, puis la rediffuser et aussi inviter l'auditeur dans son esthésique à recevoir l'information. Donc mon axe pédagogique est vraiment de travailler toute cette chaîne-là. Depuis l'idée d'avoir des idées claires, de savoir les appliquer, les mener, et puis ensuite de respecter le fil. Chaque étape ne doit pas être en contradiction avec l'étape précédente et est censée magnifier ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut des décisions non contradictoires, ce qui exige de se rendre maître d'un peu toute la chaîne de production. Et on le comprend, votre métier, c'est aussi un métier très humain, puisque les artistes, c'est des personnes en général assez déterminées qui savent ce qu'elles veulent, ou en tout cas qui croient qu'elles savent ce qu'elles veulent. Ouais. Et du coup, j'imagine que quand vous avez affaire à la demande ou à l'idée d'un artiste ou d'une artiste, ensuite, il va falloir diplomatiquement réussir à dialoguer. Ouais. Est-ce que tout cet aspect humain, c'est quelque chose que vous souhaitez transmettre à vos étudiants, et comment est-ce que vous vous y prenez? Parce que finalement, on pourrait croire que c'est juste du tact et un truc un peu naturel de la diplomatie, mais j'imagine qu'il y a aussi plus que ça. Oui, il y a plus que ça. Il y a effectivement de la diplomatie, de la psychologie, de la passion, mais il y a aussi... Très souvent, les directeurs musicaux, ils se retrouvent au croisement de cahiers des charges contradictoires, avec un artiste qui dit je veux un orchestre symphonique sur scène, et un producteur qui dit tu peux en avoir 4 des musiciens. Donc il faut réussir à un peu travailler sur tous les plans et amener ça sur les formations qu'on donne.
Ce qu'on fait, c'est qu'on met en situation. C'est des formations immersives. Il y a une part de théorie, on discute, il y a des rencontres avec d'autres directeurs artistiques et tout ça. Mais on les met en situation. Donc là, par exemple, cette année, au tout début, ils doivent faire un set solo. C'est-à-dire un seul en scène, voir où ils peuvent eux-mêmes se sonoriser en petites formules. Puis petit à petit, on fait grossir le groupe et on les amène à développer leur propre projet. Le projet à long terme, c'est d'une formation en 3 ans dont ils sortent avec un spectacle qu'ils ont préparé pendant toutes leurs études et où ils se sont heurtés à toutes ces contraintes-là. Voilà, tu as des musiciens de studio, dirige-les maintenant. Toi aussi, fais le musicien de studio. Et donc, ils sont censés apprendre par la vraie mise en situation. Au final, ça fait pas mal penser au conservatoire, au final, d'une certaine manière. Oui, il y a clairement. Puis moi, j'ai travaillé là-dedans. Je suis issu de ces milieux-là, en partie, entre le milieu des indépendants et ce milieu-là. Donc, ils répondent de manière très correcte à ce genre de choses. La différence, peut-être, c'est l'axe qui est mis sur la MAO et la technique sonore, où le conservatoire sort souvent des instrumentistes. Et alors, MAO, très talentueux, la musique assistée par ordinateur et d'une manière générale la technique du son. C'est-à-dire que dans ma formation, il y a un peu moins d'axe sur l'interprétation, la connaissance de tous les répertoires, etc., mais plus aussi sur la production et la technique sonore. D'où le fait que une bonne partie des cours se passe dans ma régie, dans les cabines, dans un studio d'enregistrement. Et justement, les instruments, les styles musicaux, vous utilisez de tout, vous abordez tous les styles. Tout à fait, ouais. Je me place dans ce qu'on appellerait les musiques actuelles, mais en réalité, c'est toutes les musiques maintenant qui sont enregistrées sur support, et ça peut aller de la musique classique à la musique électronique. Cette année, là, dans la formation, elle est très éclectique. Il y a une joueuse de oud. Alors, c'est quoi le oud déjà ? C'est un instrument turc à cordes non frettées, un genre de luth turc, pourrait-on dire. Il y a un producteur de musique électronique qui fait de la techno et une chanteuse de variété française, chanson, rock. D'accord. C'est la première promo, là. Première promo. Ouais. Et vous êtes à combien d'étudiants déjà ? C'est des promos de 3 et ça va aller à 5, pas beaucoup plus. C'est très mobilisant. Il manque beaucoup de ressources, donc on reste sur des toutes petites promos. D'accord. Et alors on rappelle aux auditeurs et auditrices que ça pourrait intéresser, que les portes sont ouvertes jusqu'au 15 avril. On vous remercie d'avoir répondu aux questions de Radio Laser. Oui, merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Encore un petit peu d'alcool. Ce soir je dormirai sur le sol. Dans le salon le téléphone sonne. Jamais je n'aurais dû prendre cet appel. Les 10 premières secondes de personne au bout du fil, alors je me questionne à savoir qui m'appelle en cette nuit d'automne. Quand une douce voix dans le fond résonne, je crois savoir qui c'est, ça y est j'ai reconnu sa voix. Jamais je n'aurais cru que cela m'arriverait. Fallait vraiment que ça tombe sur moi, je ne décrocherai plus, je le jure. Je finirai par m'isoler, mon âme te paraît sombre. Je suis difficile à raisonner, surtout le soir. Lorsque les idées me viennent, tu m'écoutes. C'est bête et c'est que j'ai décidé d'en faire, mais très con. Mais bref, parfois les liens se resserrent. Les blessures qui s'ouvrent et recènent, c'est malheureux certes, mais pour écrire ça me sert. Ouais, ma souffrance écrit en dilette, ça je te l'avais dit, mais attends. Tu veux m'imposer un dilemme, engueuler à tort. Encore une mauvaise nouvelle, je suis dans la boîte aux lettres. Non, dis-moi pourquoi tu m'écris, je peux lire sur tes lèvres. J'ai un peu de mal à m'oublier le soir quand tout est mort. J'ai bien gardé tes mots tout dans un carnet pendant tout ce temps. À 20h15
Radio Laser chamboule ses programmes. Émission spéciale. Radio Laser, émission spéciale. Écoutez la proximité. Vallon de Haute-Bretagne, Radio Laser. Et on est toujours à Creative Seeds avec Margot Dory. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Clair Obscur. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire et de la mission de l'association ? Oui, bien sûr. Du coup, moi, je m'appelle en effet Margot et je suis assistante de direction à Clair Obscur. Donc, c'est une association qui assure la promotion et la diffusion du cinéma et de l'audiovisuel sur tout le territoire rennais et la région Bretagne. Et notre événement phare de l'association, c'est l'organisation du festival de cinéma Travelling. Donc, c'est un festival de cinéma qui existe depuis 35 ans et qui, tous les ans, s'attache à faire le portrait cinématographique d'une ville et donc à faire découvrir à tous les publics une autre culture, des cinématographies peu diffusées. Et quels sont les principaux objectifs de l'association quand vous faites des missions de promotion comme ça ? Ça va être justement notamment ça, donc de faire découvrir des films, des cinéastes qui sont peu diffusés et peu visibles ici. Cette année, par exemple, donc notre 35e édition s'est achevée il y a peu, puisqu'elle s'est tenue du 20 au 27 février 2024. Et cette année, on a fait le portrait de la ville de Taipei. Et on a donc mis en avant le cinéma et les arts taïwanais. D'accord. Ce qui fait que, on a eu la chance notamment d'accueillir 3 cinéastes qui se sont rendus à Rennes pour accompagner leurs films, dont certains, comme la cinéaste par exemple Mimi Lee, qui est vraiment une figure emblématique du cinéma taïwanais au féminin. La majorité de ces films n'étaient jamais arrivés jusqu'ici. Et donc, elle s'est rendue à Travelling pour les présenter et les faire découvrir à un public qui n'aurait pas forcément eu l'occasion de découvrir ces films autrement. Et comment vous faites pour atteindre les publics à travers les régions sur vos initiatives et vos activités ? Concernant Travelling, c'est quand même un festival dont le cœur se situe à Rennes, puisque notre QG est donc aux Libertés l'étage. Et on est également dans toutes les salles de cinéma partenaires rennaises. Donc on est vraiment très ancré, mais également ouvert sur la métropole et également sur la région, puisqu'en fait on a des partenariats avec une trentaine de lieux et de cinémas sur le territoire. Donc en fait ça peut Travelling peut aller par exemple jusqu'à Saint-Malo ou au cinéma de Saint-Brieuc. Ça peut s'étendre au niveau de Travelling à ce niveau-là. Et après c'est vrai que c'est un festival qui aime bien faire dialoguer des territoires qui ne se seraient pas forcément rencontrés, puisque là, par exemple, pendant Travelling, c'était l'occasion à la fois de faire se rencontrer des cinéastes, par exemple, taïwanais, des étudiants et aussi des professionnels du cinéma breton, puisqu'on organise aussi, bien sûr, tout un volet de rencontres professionnelles avec les acteurs locaux du territoire et professionnels du cinéma ici. Donc là il y a une réelle rencontre un peu inattendue, une synergie nouvelle qui arrive de par ce portrait de ville qui nous amène ailleurs, et en même temps cet ancrage territorial qui permet de créer un peu ces temps de rencontres un peu inédits. Et quand vous avez l'ambition de faire découvrir en France du cinéma, par exemple, taïwanais, est-ce que vous êtes dans une démarche de doublage ? Vous allez faire doubler le film pour que le public français, même les gens qui ne vont pas au cinéma sous-titré, puissent profiter à fond du film ? Ou est-ce que vous allez plutôt être dans une démarche de sous-titrage ? On imagine que ce n'est pas aussi les mêmes moyens qui sont en jeu. Non, c'est vrai. On est plutôt dans une démarche de sous-titrage, puisqu'on a quand même cette volonté de diffuser quand même le film dans sa langue originelle, sans doublage. Par contre, effectivement, dans le cas, par exemple, du cinéma taïwanais, on a dû faire beaucoup de sous-titrage, puisque pour la plupart, ces films n'étaient pas forcément sous-titrés. Après, en termes d'accessibilité à ces œuvres-là, on a quand même aussi une politique à ce niveau-là, et qui va être, par exemple, pour les personnes notamment en situation de handicap, on va essayer de développer au maximum les films qui vont être disponibles en audio-description ou bien en sous-titrage pour sourds et malentendants. Donc il y a une accessibilité à ce niveau-là qui est travaillée. Après, pour ce qui est des films, non, on n'est pas effectivement vraiment sur le doublage, mais plutôt sur du sous-titrage. Et pour l'audio-description, est-ce que vous allez éventuellement
faire des demandes à des studios comme ici à Creative Seeds, où on sait qu'il y a pas mal de personnes qui bossent dans le son et qui seraient peut-être en mesure d'audio décrire certains supports? Alors je pense qu'effectivement le fait d'avoir rejoint toute l'équipe et notamment ce bâtiment-là, ça va permettre des nouvelles collaborations. Jusqu'ici, ça n'a pas forcément été le cas. On a fait un atelier d'audio-description, une résidence d'artiste avec un audio-descripteur qui s'appelle Frédéric Gonan, donc qui a travaillé avec un collège pour leur faire l'audio-description d'un film. Où là, on était allé dans le studio d'enregistrement Nomade Productions, qui est partenaire aussi du festival. Mais c'est vrai que du coup, d'avoir également intégré le bâtiment permettra sûrement aussi d'imaginer des choses directement sur place. Et d'ailleurs, pourquoi pas être les étudiants également qui sont là, quoi. Et quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans la réalisation de vos missions ? Les défis auxquels on est confronté, par exemple, ça peut être une difficulté d'accès aux œuvres, des difficultés par exemple, parfois d'ayant droit également. Je ne sais pas si la question portait web. Ah oui, non, surtout, plutôt globalement, en général, vraiment sur la réalisation de vos missions, comment vous surmontez les défis auxquels vous êtes confrontés, quoi. Après, effectivement, comme notre un peu mission principale avec Travelling, c'est de l'événementiel. On est quand même du coup toute une équipe de salariés intermittents et bénévoles qui sont habitués un peu à l'inattendu, aux problèmes à devoir régler un peu en dernière minute. Donc il y a souvent quand des problèmes ou des défis arrivent, il y a une certaine de toute façon énergie qui se déploie du projet qui nous permet un peu d'aller au-delà. Après, je pense que sinon, les défis rencontrés vont être un peu les mêmes défis que tout le monde à l'heure actuelle, je pense, qu'on rencontre à mon avis tous. Et quand vous créez du lien à l'occasion d'un festival Travelling, par exemple, là, vous avez créé du lien avec Taïwan, est-ce que ce sont des liens qui perdurent d'une édition à l'autre du festival, ou est-ce que vous tournez chaque année une page Alors, oui et non. C'est vrai que du coup, souvent, une nouvelle destination va signifier créer de nouveaux partenariats, être en contact avec des institutions, des cinémathèques, des cinéastes différents, de pays différents où les gens n'ont pas toujours les mêmes habitudes de travail. Donc, finalement, les éditions ne se ressemblent effectivement pas, puisqu'il faut toujours refaire ce travail-là. Après, il y a quand même effectivement il y a vraiment une véritable volonté de compagnonnage dans tous les projets de Clair Obscur et de Travelling, ce qui fait que ces cinéastes-là, si on les a invités effectivement à l'occasion d'une des éditions, pourront par exemple quand même réintervenir d'une manière ou d'une autre à d'autres occasions. Puisqu'en plus, Travelling, même si effectivement est historiquement très identifié pour faire le portrait d'une ville, il y a également d'autres sections dans le festival qui permettent de vraiment célébrer le cinéma dans toute sa diversité et sa transversalité, et qui permettent aussi de recréer des passerelles d'une édition à l'autre. Souvent, quand l'équipe artistique va identifier des artistes ou des cinéastes qui lui tiennent à cœur, il y a un vrai compagnonnage qui va se créer et on va les retrouver un peu au fil de nos projets et des éditions, quoi. Et comment est-ce que les membres de la communauté peuvent s'impliquer ou soutenir les activités de l'association ? Bien sûr. Alors après, vous parlez d'une communauté en particulier ou Nous tous, Françaises et Français. Ah oui, totalement. En plus, Travelling est un festival qui ne pourrait pas exister sans sa force bénévole, puisque pour mener à bien le festival, on a quand même chaque année plus de 200 bénévoles qui nous rejoignent, qui nous épaulent pour mener à bien le projet. En plus, il y a vraiment une belle énergie, parce qu'il y a un vrai lien et échange intergénérationnel qui se crée entre des bénévoles et adhérents qui sont là vraiment depuis des années, qui nous accompagnent, et puis chaque année aussi de nouveaux cinéphiles, nouveaux étudiants, et voilà, donc les habitués sont là pour apprendre aux nouveaux, et il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui se crée à ce niveau-là en termes de cohésion sociale et de liens intergénérationnels. Vous pensez qu'en étant dans le bâtiment de Creative Seeds, justement, vous allez récupérer d'autant plus de bénévoles, plus d'intérêt ? J'espère que les étudiants seront carrément intéressés pour participer au projet.
On a de toute façon, depuis déjà quelques années, un partenariat sur le festival avec Creative Site, puisque les étudiants nous font depuis 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas, une bande-annonce, en fait, un petit teaser pour le festival. Donc bah oui, si on peut continuer d'intensifier et bah voilà, cette collaboration-là, ce serait super. Ça a absolument tout son sens, donc complètement. C'est le plaisir. Et on vous remercie d'avoir été présente à notre micro. Et merci beaucoup. À bientôt. Bonne suite de votre après-midi. Merci. J'étais comme ça, assis dans le train. Je me suis fait prendre par les roussins. I hear the long some whistle blow. Bien trop d'emmerdes, j'ai dû partir. J'ai fait de la merde, j'ai dû m'enfuir. I hear that some whistle blow. Je sortais juste de ma banlieue, de cette vie j'étais amoureux. Il me fallait du blé pour ces beaux dieux. Me voilà pris, menottes au point. Je ne reverrai jamais les miens. I hear that some whistle blow. All alone, I feels a shame. I'm an but not the name. I hear that long some whistle blow. All I do is sit and cry when that evening train goes by. I hear the long some whistle blow. Je vais finir dans cette joie toute une pauvre vie en tôle, jusqu'à ce que mon corps n'en puisse plus. Je n'ai jamais revu ma chérie. J'espère qu'elle a refait sa vie. I hear that some whistle blow. I hear some whistle blow. Et
toujours en direct sur Radio Laser. On part en direction du festival Court-Métrange. On est en présence d'Adeline, coordinatrice de l'association, et de Mon. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce que vous faites au sein de l'association ? Moi d'abord. Bon, on n'a rien préparé. Il n'y a pas de souci. Plein d'improvisation. Donc, oui, moi je suis Mon et je suis à Court-Métrange depuis le tout début, puisque j'ai été la première présidente de l'association à l'origine de Court-Métrange. Ça fait 20 ans de ça, exactement. Et au bout de quelques années, j'ai passé relais à l'actuel président, Stéphane Pravong. Mais j'ai suivi et je continue de suivre le festival en tant que bénévole dans différents pôles, puisque peut-être que Adeline va vous en parler après, mais en dehors du festival même, il y a plein d'événements à l'année sur lesquels il faut travailler, et des événements au moment du festival. Par exemple, je suis activement ce qui se fait au niveau des conférences. Qu'est-ce que je fais ? J'assure le pôle sous-titrage aussi. D'accord. Sous-titrage, programmation scolaire également. Bref, je suis dans... Oui, vous faites beaucoup de choses. Ça fait pas mal de choses. Ça fait pas mal de choses. Je peux pas les quitter. Ah bah non, mais j'attends qu'ils me virent. Et donc moi du coup je suis coordinatrice depuis très peu de temps, ça fait tout juste un mois en fait. Donc on est une équipe de 2 co-coordinateurs avec Benoît donc. Et donc les coordinateurs sont là pour... en fait on est salariés de l'association qui s'appelle Univers à arriver. Okay. Et donc qui organise le festival Court-Métrange mais aussi des actions tout au long de l'année qu'on appelle Métrange Nomade. Oui. Du coup avec des projections, des ateliers comme les ateliers maquillage qu'il y a là aujourd'hui dans l'école. Voilà, donc on travaille avec une petite 50aine de bénévoles pour organiser tout ça, dont Mon fait partie. Oui, des bénévoles très bien. Est-ce plus centrés sur le festival ou des bénévoles plus actifs à l'année. Là, je ne sais pas combien de plus actifs à l'année on va compter, mais oui, un peu moins, bien sûr, c'est normal, tout le monde peut pas. D'accord. Consacrer autant de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire quel cinéma en particulier intéresse Court-Métrange ? Parce que c'est pas n'importe quel cinéma. Non, en effet. Très juste. Alors, Court-Métrange, comme son nom l'indique un petit peu déjà, c'est un festival de cinéma de court-métrage. Et court-métrage étrange, on est dans l'insolite, le fantastique, et donc plutôt le cinéma de genre. Mmh. Et vous dites que l'association, elle a 20 ans. Or, on sait que le cinéma de genre, maintenant, ça relève un petit peu plus de quelque chose qui est accepté, tout comme toutes les autres contre-cultures, la bande dessinée, maintenant a acquis ses lettres de noblesse et tout. Mais il y a 20 ans, on imagine que les films de genre, c'était un peu considéré comme des séries B, C, D, Z. Tout à fait, c'est bien pour ça que Court-Métrange est né, d'ailleurs, de ce double désir d'aider des jeunes qui se lancent dans le cinéma, et particulièrement de ceux qui se lancent dans le cinéma fantastique, qui rencontraient, surtout il y a 20 ans, beaucoup plus de difficultés que les autres. Donc c'était des gens qui ne pouvaient espérer présenter leur travail que dans des festivals. Et peu de festivals, effectivement, à ce moment-là, présentaient des courts-métrages fantastiques, beaucoup moins que maintenant. Et on est le seul festival à ne faire que ça, d'ailleurs. Et nous, on fait partie de la Fédération internationale des festivals de films fantastiques à ce titre, comme en tant que seul festival de court-métrage du genre. Et qu'est-ce qui explique, à votre avis, le fait que maintenant, ce cinéma-là, tout comme cette littérature-là, en fait, toutes les fictions qui relèvent de la science-fiction, de l'imaginaire, de la fantaisie, rencontrent de plus en plus de succès ? Qu'est-ce que c'est votre avis là-dessus ? C'est une vaste question. J'imagine qu'il y a énormément de facteurs qui ont fait... il y a dû y avoir des personnalités dans le cinéma qui ont réussi à démontrer que le cinéma de genre et de genre fantastique était une façon d'aborder le réel sous un autre angle qui pouvait intéresser tout le monde. Une autre façon d'aborder les choses, oui, de comprendre et d'exprimer les choses. Toi, tu vois... Je me dis peut-être le lien avec le jeu aussi qui a pu ouvrir un peu des portes, Peut-être, le jeu oui. vidéo, même les jeux
de plateau en fait qui peuvent aussi participer. Je pense qu'une certaine ouverture chez les jeunes dans un premier temps, puis du coup les jeunes qui grandissent va peut-être donner un accès plus vaste au cinéma de genre. Mais complètement. Et puis de toute façon, là, vous êtes en partenariat avec Creative Seeds, puisqu'ils font vos bandes d'annonces. Tout à fait. Depuis combien d'années maintenant ? Oh là, faut pas me poser ce genre de questions. Je sais que je suis là depuis 20 ans, à part ça, rien sur les dates. En tout cas, ça fait un moment que vous êtes en plusieurs partenariat. années, Ouais, ça, c'est je ça. peux l'affirmer, oui. Et comment le festival Court-Métrange s'engage avec la communauté locale et nationale des cinéphiles et des professionnels du cinéma ? Sous quel angle vous voulez dire ? Comment est-ce que vous créez du lien avec les cinéphiles, ceux qui sont particulièrement attirés par le cinéma de genre, par exemple qu'est-ce que vous mettez en place à côté du festival ? Est-ce qu'il y a d'autres... il y a tout ce qui est en termes de communication, de choses proposées à côté du festival Court-Métrange. Oui, alors vous voulez peut-être parler de tous ces événements qu'on met en place à l'année, qui sont des façons de toucher des publics plus jeunes, des publics... Des nouveaux publics aussi, des publics, des nouveaux publics qui ne sont pas forcément à la base intéressés par le cinéma de genre. En fait, au contraire, on va plutôt essayer d'aller vers un autre public qui ne vient pas déjà à nous. Pour faire découvrir. Avec les actions nomades. Et par contre, si on veut parler plutôt du public qui est déjà intéressé, ça va plutôt être dans les partenariats avec la plateforme Shadows, par exemple. Shadows, c'est une plateforme... Une plateforme en ligne de cinéma de genre, dédiée justement. au genre fantastique, oui, effectivement. Oui. On a partenariat avec, des magazines aussi. Le magazine Mad Movies, entre autres. Autrement, on a toujours le soutien de France 2 Télévision. Oui. Voilà, on a un certain nombre de partenaires, mais ça c'est vraiment pour les publics qui sont déjà intéressés par le cinéma de genre. Et vraiment, les actions nomades, l'idée c'est de toucher les scolaires, sensibiliser au court-métrage aussi, parce que c'est aussi une forme de cinéma. Enfin, le cinéma de genre était déjà un style un peu particulier, mais le court-métrage c'est aussi finalement un peu moins accessible. On n'en voit pas tout le temps partout, on n'y a pas forcément accès, alors un peu plus avec Internet forcément, mais et encore. Et encore. Et encore. Il y a quelques cinémas d'art et d'essai qui en passent régulièrement, mais finalement, si la majorité des gens vont dans les grosses chaînes, ils en ont pas. Effectivement. Donc, voilà. Et ça peut avoir lieu de façon assez inattendue. Tu pourrais peut-être parler de cette comment appeler ça ? C'est pas un atelier qui a eu lieu à Villeurbanne très récemment. Ah oui, ça y est, je le remets. Oui, du coup, c'est avec les apprentis d'Auteuil, et du coup, c'est un atelier sur la sensibilisation à la sécurité routière. D'accord. Oui. Ah oui. Et Ça du peut coup, être étonnant. Très loin du cinéma. C'est ça. Et donc, en fait, avec les gens qui sont inscrits à l'atelier, ils ont fait là, un mini-clip vidéo sur la sécurité routière et les contrôles à faire sur le véhicule. Avec un réalisateur du coup qui est une sorte de mini-résidence si on veut, et voilà, donc ils sont partis sur le parti pris d'un personnage étrange, j'ai plus son nom. Non, moi non plus. Un personnage de la famille Adams, voilà, avec un corbillard. Et du coup ils font les contrôles techniques avec forcément plein de jeux de mots sur la mort tout du long. Le fantastique se glisse partout. Et voilà. Et là, on est typiquement dans un public qui n'est pas particulièrement connaisseur du cinéma de genre à la base, mais qui le découvre par le biais de cette intervention, tout en étant sur une intervention sur la sécurité routière. Voilà. Ah oui, en effet, c'est inattendu. Et pour nos auditrices, auditeurs qui connaissent un peu les festivals justement du cinéma de genre, on sait que certains de ces festivals non seulement vont avoir une programmation hors norme, mais vont aussi parfois proposer du décor, du cosplay. On sait qu'à Gérardmer, souvent, les bénévoles de l'association sont costumés pour l'ouverture du festival. Et du coup, je voudrais savoir à quoi ça ressemble un peu le festival du Court-Métrange. Est-ce qu'il y a des choses qui sont comme ça de l'ordre du décor et de l'ambiance, ou est-ce que tout se situe sur l'écran ? Alors ça a pu varier. Effectivement, on a eu une période où nous avions des gens costumés qui se baladaient dans les salles, etc. C'était assez extraordinaire au début. et puis tout est devenu de plus en plus cher. Il y a des choses qu'on ne peut plus vraiment se permettre de faire maintenant. Mais par ailleurs, la question des décors et de l'ambiance est installée surtout dans le chapiteau
que Court-Métrange installe au moment du festival sur la place Charles de Gaulle, où vous retrouvez toutes les statues et les œuvres du Naya Museum qui sont là régulièrement, année après année, sans compter toute une décoration mise en place par des bénévoles du festival. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Laser. Merci d'avoir suivi l'émission. On le rappelle, les portes ouvertes sont du 5 au 15 avril et on se retrouve la semaine prochaine. On sera de nouveau dans les locaux de Creative Seeds.